le 19h30. Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Les aéroports ont besoin de bras. Une pénurie de main-d'œuvre promet de rendre nos départs en avion très compliqués cet été. La pression sur les travailleurs s'accentue et des grèves vont venir s'ajouter à cette pénurie. En pleine période d'examen, le constat est là. De nombreux élèves ont pris du retard et ça se voit dans les cours de rattrapage. Ils ont énormément de succès. La Thaïlande dépénalise la culture de cannabis, autorisation d'en cultiver, donc d'en consommer à des fins médicales. Un bon coup de pub pour attirer les touristes, même si officiellement, il est toujours interdit d'en consommer pour le plaisir. Le paddle, sport tendance qui grandit en Belgique, fait grincer des dents. Les voisins de ces terrains de sport ne supportent plus le bruit que cela génère. Et du bruit, les Montois vont en faire ce week-end à Mons, c'est le doudou. Avant le jour J, demain, jour du combat, c'est la descente de la chasse ce soir. Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Se dirige-t-on vers un été noir dans les aéroports? Il y a pénurie de main-d'œuvre chez les bagagistes, les ingénieurs, les pilotes aussi, ce à quoi il faut ajouter de nombreux mouvements de grève. L'été sera compliqué en Belgique, mais aussi dans de nombreux autres pays. Marc Florent, Thibaut Cheffard et Iman Messoudi. L'été des vacanciers en avion va-t-il ressembler à ceci ? Nous sommes en France. Cette semaine, une grève a mobilisé plus de 700 employés et a paralysé l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est en fait partout en Europe que le secteur aérien subit de grandes difficultés causées par le manque de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de vols de départ qui ont été annulés. Pour nous qui venons d'arriver, on a dû attendre plus de 2 heures pour nos bagages alors qu'on est habitué à le voir en 10 minutes. Et chez nous aussi, la situation sur le terrain est difficile. Les agents de gardiennage de Brussels Airport ont déjà annoncé leur participation à une journée d'action nationale le 20 juin prochain. Ce vendredi, ce sont les pilotes de Brussels Airlines qui ont déposé un préavis de grève. Le personnel de cabine devrait suivre pour des actions de grève, possiblement 3 jours d'affilée, d'ici la fin juin ou le début du mois de juillet. Les travailleurs sont à bout. Tout le monde a envie de partir en vacances après cette période un petit peu chahutée que nous avons connue avec la crise de Covid. On comprend ça, mais le but n'est pas de faire grève. Mais le but est de faire entendre raison à la direction, de revenir à la table des négociations en redéfinissant des conditions de travail qui sont adaptables à la réalité actuelle. Pour cet expert de l'aéronautique, l'époque où le personnel aérien avait un job enviable est révolue. Il faut absolument démythifier pour l'instant cette notion du beau pilote de ligne et de la belle hôtesse de l'air. C'est fini, cette époque. Les gens sont sous pression en permanence. On demande à tout ce qui est personnel navigant de faire plusieurs vols sur une journée, voire plusieurs vols, plusieurs cycles sur 2 ou 3 jours d'affilée. C'était extrêmement épuisant et ce qui peut mettre en danger, et je parle pour toutes les compagnies aériennes, et ce qui peut mettre en danger la sécurité tant des passagers que de tout le personnel navigant. Et si par miracle les grèves pouvaient être évitées, rien ne dit que l'été se passera bien. Si on évite des grèves, même si on met de l'argent sur la table, nous n'aurons pas un personnel suffisant que pour compenser l'ensemble des manques actuels et des déficits dans les fonctionnements. On va devoir prendre des décisions, mettre des avions au sol. Il n'est pas sûr que l'été soit facile au niveau aéronautique, et non pas par baisse d'activité, mais plutôt par surcharge d'activité. Et je dirais que c'est une des premières fois que ça arrive. Bref, le retour à la normale non prévu par les compagnies aériennes risque de leur jouer des tours, et aux voyageurs également. En cette période d'examen, les cours de rattrapage font le plein et le constat est là, de nombreux élèves ont pris du retard. Que ce soit en cours particulier ou en école de devoirs, même les élèves qui avaient habituellement de bons résultats à l'école sont concernés. Nous allons le voir dans ce reportage de Michel Téchy, Joachim Vezeli et Valentin Boigelot. Divisé par deux, ouais, très bien. Un cours avec un prof particulier pour Magid. Pour cet élève de 2e année secondaire, les retards sont importants. Bon élève avant la crise du Covid, ses notes ont fortement chuté avec les cours à distance. Au dernier trimestre, il avait 9 échecs sur 9 matières. En français, j'ai non acquis, ça veut dire que j'ai 0. J'ai 0 partout en fait. Dans toutes les matières, j'ai 0. Partout. Oui, partout. Avant le confinement, je travaillais un peu à la maison, mais depuis le confinement, j'avais vraiment stoppé de travailler. Et en plus, avec le deuxième confinement, ça m'a encore plus stoppé. Et j'ai vraiment arrêté. C'est plutôt vraiment la mise au travail qui est compliquée. C'est pas forcément de travailler. 6 fois 2, 12,
2 fois 5 et 1. Non. Et Magid est loin d'être un cas isolé. Il y a beaucoup de lacunes, notamment en français. Il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas lire correctement, qui ne savent pas écrire correctement. Et en maths aussi, il y a beaucoup d'élèves en première, deuxième, secondaire, parce que j'ai d'autres élèves aussi qui ne maîtrisent pas les tables de multiplication, alors que ça devrait être un acquis pour dès la 6e primaire, quoi. Un retard à rattraper qui peut s'avérer lourd dans le budget familial. Mais j'y arrive pas en fait. Je peux vous dire que en fait, on est au début du mois et j'ai quasiment plus rien parce que je donne tout pour les cours de mon gamin et c'est pas facile. On a fait appel au CPS pour aider dans certaines choses. Donc voilà, c'est... Des élèves qu'il faut soutenir coûte, que ce soit en cours particulier ou en école de devoirs. Le constat est le même. Le profil des élèves en difficulté a changé. Aujourd'hui, ce sont de bons élèves qui peuvent apprendre vite et bien, mais qui ont d'importants retards et sont parfois totalement démotivés. Des élèves, surtout ceux qui se tiennent jusqu'en 5e, 6e, en fin de cycle secondaire, se rendent compte finalement qu'ils ont accumulé tellement de retard pendant cette période de confinement qu'ils voient venir l'échec et le mur se rapprocher et que donc découragés, ils quittent l'école avant la fin du cycle. Et ça, c'est relativement récent. Ce n'est pas en 6e qu'on décrochait, c'était avant en général. Des lacunes importantes dans des acquis de base, de nombreux étudiants se sentent complètement perdus. Les besoins de cours de rattrapage sont importants. La problématique va résider dans les années charnières, parce que lorsqu'un élève va arriver en première secondaire, le professeur de secondaire va avancer dans sa matière de première secondaire et il ne va pas spécialement retourner sur les bases de 6e primaire. Pareil quand on passe dans le cycle supérieur, donc en 4e secondaire, ou quand on change de degré pour certaines écoles, ou quand on passe dans l'enseignement supérieur. D'après le bureau du plan, la crise sanitaire a fait perdre l'équivalent de 21 semaines de cours. Dans ce contexte, les écoles de devoirs et cours particuliers aideront à la réussite des examens. Et puis sur ces feuilles d'examen, quel sera le nom de famille de votre enfant? Celui de son père, de sa mère ou bien les deux? Depuis 2014, les parents ont le choix et ces 8 dernières années, ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Mais le succès n'est quand même pas au rendez-vous. Nous allons le voir dans ce reportage de Dieudonné Pipers, Olivier Vanham, Raphaël Albardier et Isabelle Heusen. Ses parents lui ont choisi pour prénom Solal. Mais ils lui ont aussi choisi son nom de famille. Solal porte le nom de sa maman et aucun autre, un choix totalement assumé par son papa. C'est un choix plutôt politique, je dirais, après des siècles et des siècles d'invisibilisation des femmes, me semblait logique et c'est un vrai choix de société de dire voilà, maintenant qu'on peut, c'est normal que la femme aussi puisse laisser son nom de famille à ses enfants. Solal est clairement une exception. Les couples qui se posent la question du nom choisissent généralement de donner les 2 noms à leur enfant, celui du père et de la mère. Ou alors celui de la mère et du père. C'est le choix de Sophie et de Jean-Guy. On sait qu'à l'usage, en plus, c'est plutôt le premier nom qui va rester, ne serait-ce qu'en classe, avec le professeur qui va peut-être pas prendre la peine de donner les 2 noms. Et donc, c'était vraiment pour un peu marquer le coup voilà, le nom de la mère est tout aussi important que celui du père et c'est important qu'il puisse rester au fur et à mesure des générations. Il n'y a pas de perte de fierté de ma part de ne pas avoir mon nom en premier. C'est quelque chose de simple. Et alors notre enfant, quand lui devra léguer son prénom, il pourra choisir entre l'un et l'autre. Donc ça dépendra un peu duquel des deux il préfère à ce moment-là. Oui, celui qui sonne le mieux. C'est depuis 2014 que les parents ont la possibilité de donner le double nom à leur enfant et on ne peut pas dire qu'ils se bousculent. À la commune d'Ixelles, il y a plus ou moins 2000 naissances par an. Les doubles noms restent largement minoritaires. La loi du double nom est sortie en 2014. Cette année-là, on n'avait eu que 3 demandes, en fait, parce qu'on avait fait des recherches par rapport aux statistiques. Et en 2015, on a eu 119 demandes. Et là, ici, en 2021, on a eu 188 demandes pour que leur enfant puisse porter le double nom. Le problème, c'est aussi que les parents ne peuvent pas revenir en arrière. C'est le cas de Céline. À la naissance de son 2e garçon, le papa a proposé de lui donner le double nom. Elle a refusé. Elle le regrette aujourd'hui.
Le SPF Justice, qui gère donc tous les changements de nom, estime que la prise de conscience, on va dire, égalitaire n'est pas une raison suffisante que pour changer de nom. Donc moi, je me suis renseignée auprès d'associations de juristes qui m'ont dit que ça n'a aucune chance d'aboutir, ou très très peu en tout cas, parce que la loi existe et tu n'avais qu'à prendre ta chance en fait. Visiblement aussi, beaucoup de parents ignorent encore cette loi qui existe depuis 8 ans et qui a mis fin à une tradition vieille, elle, de plusieurs siècles. À suivre dans ce journal, la vie qui reprend timidement son cours dans certaines parties d'Ukraine. Les habitants de Kiev tentent tant bien que mal de profiter de la belle météo, mais le retour à la normale semble bien compliqué. Des bénévoles à la rescousse de 60 000 boîtes en métal, une collection prestigieuse qui a été endommagée par les inondations à Anu. La propriétaire les a appelés à l'aide pour tout remettre en état. Que feront les Diables Rouges ce soir face au Pays de Galles? Quelques supporters seulement ont fait le déplacement à Cardiff pour cette rencontre de Ligue des Nations. On rejoindra Pierre Depré à Cardiff. C'est le sport qui cartonne en ce moment. Il fait chaque année de nouveaux adeptes. Je vous parle du paddle, un mélange en gros de squash et de tennis. Et les terrains sont de plus en plus nombreux et ramènent avec eux pas mal de bruit, à un tel point que cela devient presque cauchemardesque pour certains voisins. Le gouvernement wallon, lui, envisage même de légiférer en la matière. Le reportage de Guillaume Latour, Arnaud Hyperciel et Benjamin Braun. Dans ce club du Brabant wallon, le paddle ne cesse de faire de nouveaux adhérents. Et pourtant, depuis 1 an, les joueurs sont confinés à l'intérieur. Les voisins ne supportaient plus le bruit. Il paraît que c'est un sport qui fait beaucoup de bruit. Pas au courant. Sujet tabou, les joueurs en sont parfaitement conscients. Le choc de la balle sur la raquette et peut-être les joueurs qui peuvent parfois être un peu exubérants. Il faut prévoir que ça fait du bruit pour éventuellement l'environnement et prévoir des panneaux qui filtrent ce bruit. À l'extérieur, cette infrastructure est inoccupée depuis 1 an. Mais d'ici quelques jours, au terme d'une bataille juridique, un mur anti-bruit sera construit pour permettre, à nouveau, la pratique du sport. C'est un mur qui va faire 6 mètres de haut, un L sur 60 mètres. Donc c'est un très gros chantier, gros investissement. Mais compte tenu de l'engouement du paddle à l'heure actuelle et de l'attente de nos membres de continuer à pouvoir pratiquer le sport et de le reprendre en outdoor, ça valait la peine d'entamer cette construction. En Belgique francophone, le nombre de joueurs a été multiplié par 5 en moins de 10 ans. Les conflits de voisinage sont courants. La ministre wallonne de l'Environnement voudrait d'ailleurs imposer un cadre plus précis, spécifique pour le paddle. Si on légifère, il faut légiférer peut-être un peu pour tout alors. Je dis voilà pourquoi spécialement le paddle. Je pense que le paddle attire un petit peu l'attention pour l'instant parce que sa croissance est mondialement très élevée, que voilà on en parle beaucoup, c'est un sport un peu à la mode aussi, il faut le dire, et que donc voilà peut-être qu'on stigmatise un petit peu le paddle pour l'instant parce que ce sont aussi des nouvelles installations. La ministre Tellier envisage des normes de bruit propres à la discipline, avec potentiellement des amendes à la clé. L'administration régionale doit désormais plancher sur une réglementation. De mémoire de Montois, on avait rarement vu autant de monde à Mons, un samedi de Ducasse. La fête bat son plein aujourd'hui à l'occasion du premier doudou depuis 3 ans. Sophie Mergen, vous vous êtes glissée dans la foule avant le combat dit Lumeçon. Demain, ce soir, c'est la descente de la chasse dans la collégiale Sainte-Vaudrue. Alors, c'est quoi exactement ? Alors c'est un moment très symbolique où en fait les reliques de Sainte-Vaudrue, la mère fondatrice de Mons, sont transmises du doyen au bourgmestre. C'est en fait le symbole du passage du pouvoir religieux au pouvoir temporel, au commun des mortels en quelque sorte. C'est un moment très fort de cette Ducasse et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle la collégiale est bondée. Vous le voyez derrière moi, la place qui se situe juste devant la collégiale l'est aussi puisque tout le monde essaye de trouver une place à l'intérieur de l'église pour suivre la cérémonie. C'est un moment où souvent on voit les larmes couler sur les visages tant l'émotion est forte et tant ce folklore est ancré dans les gènes des Montois et j'ai envie de dire peut-être encore plus cette année après 2 ans d'annulation forcée pour cause de pandémie. On a l'impression que les Montois ont encore plus envie de vivre leur folklore. Tout à l'heure dans les rues c'était le premier cortège, un cortège qui d'habitude n'attire pas énormément de monde, il faut le dire. Et bien là les rues étaient tout simplement bondées. Je vous propose de revivre cette ambiance dans le reportage que nous avons réalisé tout à l'heure.
Du haut du beffroi, les carillons résonnent, entonnant l'air du doudou. D'habitude, le samedi, c'est le calme avant la tempête, mais aujourd'hui, visiblement, il y aura exception. Le cortège défile, les rues sont déjà noires de monde. Ici, honnêtement, c'est hallucinant. Et partout où vous allez, dans la ville, on remarque qu'il y a du monde partout. Mais ici, à la rampe, c'est vraiment hallucinant. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Forcément, ça vous donne des frissons, quoi. Enfin bon, comme on dit, on est moto, on est niais. Le dragon sort de son antre sous les encouragements vigoureux du public. Un premier cortège qui aura eu l'effet escompté. J'ai tellement une boule au ventre, tellement que ça fait longtemps d'avoir vu ça. Et franchement, j'ai adoré. C'est un truc qui a vraiment pas raté. J'aime bien tout. Le dragon, c'est un genre sur son cheval. Les gardes. Des acteurs qui rejoignent la collégiale Sainte-Vaudrue, eux aussi avec une certaine émotion. Après 2 ans, c'est quand même émotionnel, les premiers morceaux de musique et les premiers pas et les premiers salves des pompiers dans le cortège. Donc c'est important pour nous. Tous vont participer au combat demain. Ils préparent ça depuis des mois. Ursula a été la première femme à intégrer l'événement et demain, son 20e combat aura une saveur toute particulière. Ce sera mon ultime combat et voilà, je vais le vivre de manière très très intense évidemment, comme chaque année, mais encore plus puisque ce sera la dernière fois. Ce sera encore plus beau ce sera un mémorable en fait, ce sera mémorable. Au total, 1800 acteurs participent au doudou. Sur la totalité de la Ducasse, 200 000 personnes sont attendues dans les rues de Mons. Et pour le grand jour, jour du combat, on se retrouve à 12h50 demain pour une édition spéciale du journal télévisé. On vous proposera de suivre le combat dit Le Meusson en direct. Et puis notez aussi que TéléMB, la télévision de Mons-Borinage, vous donne déjà rendez-vous à 9h15 en direct, toujours pour assister à la procession et à la montée du quart d'or. Le rendez-vous est donc pris. Vous retrouvez tout de suite Daniela Prépeliouk pour la météo. Et moi, je vous dis à demain, 13h.